Ok. Bonjour et bienvenue à notre talk sur l'accessibilité par le biais de notre expérience à la Matmut. Alors je me présente, Yoann Venambre, ça fait 7 ans que je suis à la Matmut. J'y ai fait beaucoup de choses, du développement, de l'architecture, de la gestion de projet. Et depuis quelques temps, je m'adonne aux joies du coaching agile. Et parallèlement, j'ai eu aussi la chance de participer au chantier de transformation ergonomique des applications de l'entreprise. Alors bonjour à tous, alors moi c'est Sébastien Allais, donc j'étais développeur front pendant une dizaine d'années à la Matmut et maintenant j'interviens sur l'ensemble des interfaces du groupe en tant que UX designer. Alors quand on parle d'accessibilité, on pense naturellement au handicap, mais c'est pas que ça, c'est plus large que ça. C'est la mise en œuvre des moyens qui visent à améliorer la lisibilité, l'utilisabilité et de manière générale l'expérience utilisateur. Alors en informatique, ça fait directement référence à la notion d'interface. Interface homme-machine, accessibilité à du contenu numérique ou à l'utilisation d'outils informatiques. Alors à la Matmut, les interfaces, c'est d'abord le site internet matmut.fr, 700 000 visites en moyenne par mois. Ce sont aussi les applications mobiles, il y en a 3, mais la principale étant ma Matmut, avec un peu plus de 150 000 téléchargements depuis son lancement en 2015. Et en dernier lieu, ce sont nos applications de gestion, les outils métiers que les gestionnaires d'assurance en interne utilisent. Donc c'est un peu plus de 5500 utilisateurs au quotidien. Alors dans ces 3 cas, nous avons une volonté unique et commune d'aller vers le mieux en termes d'utilisabilité et d'accessibilité. Nous tentons d'avoir une démarche similaire dans les 3 cas. Alors, c'est bien beau de vouloir s'améliorer, mais vous imaginez bien qu'en fonction du canal, on ne part pas du même point de départ, notamment sur les applications de gestion, qui accusent une ancienneté beaucoup plus importante et pour lesquelles il y a un gap technique à combler avant d'espérer aller plus loin. Alors, commençons par le début. Il n'y a pas encore si longtemps, moins de 15 ans, les applications de gestion, c'était ça. Écran noir, mode full text, pas d'utilisation de la souris. Bon, je ne suis pas là pour faire la critique de ces applis qui ont très bien fait leur office en leur temps, mais le principal problème, il est technologique. Clairement, ces interfaces ne sont plus compatibles avec les outils modernes d'accessibilité, je pense notamment aux liseuses de contenu. Et puis, la technologie ne permet pas non plus d'implémenter toutes les bonnes pratiques d'aujourd'hui qui permettent d'améliorer l'accessibilité. Donc on part quand même d'assez loin. Si on considère on va dire une échelle de la maturité de l'accessibilité, on est assez faible. On va dire qu'on est niveau bébé à lunettes, quoi. Alors, la première chose à faire était de réussir à inscrire ces interfaces sur un socle technique qui nous permettait d'espérer aller plus loin. C'est ce qu'on a fait avec cette première étape. Alors, la réflexion, clairement, en termes d'utilisabilité et d'accessibilité, elle n'est pas encore très poussée. On est tout juste dans, on va dire, une amorce d'identité ergonomique, une base typée web, disons, mais on n'est finalement pas beaucoup plus accessible que les interfaces noires qu'on avait avant. Si on reprend notre échelle de maturité des enfants à lunettes, allez, on est niveau CM1, CM2, pas beaucoup plus. Mais c'était une étape nécessaire, un prérequis nécessaire pour espérer aller plus loin. Le plus loin, c'est ça. C'est la situation actuelle. On en est là. Donc là, on a enfin pu réellement engager des réflexions visant à améliorer l'utilisabilité, l'expérience utilisateur et, par effet de conséquence, bien entendu, l'accessibilité. Alors, parmi les principaux axes d'amélioration, on a implémenté le responsive design. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Matmut, on adresse un nombre assez important de résolutions différentes, certaines assez petites pour des raisons justement de problèmes de vue. Et il était impératif qu'on arrive à garder l'efficacité de nos interfaces, quelle que soit la résolution. Autre axe d'amélioration, on s'est efforcé d'utiliser la symbolique, les icônes, pour pouvoir identifier le plus rapidement possible les notions métiers, les zones d'interaction, etc. Autre point, on a travaillé beaucoup sur les raccourcis clavier, sur les chemins de tabulation, sur les couleurs, sur les contrastes, sur la disposition des informations. Je ne vais pas tous vous les citer, il me faudrait 2 heures. Mais voilà, la situation est celle-ci. On a franchi un pas clairement supplémentaire. Sur notre échelle des enfants à lunettes, on est fin de collège, début lycée. Mais donc la prochaine étape sera d'implémenter ce qu'on a déjà implémenté sur nos applications Internet
ainsi que sur nos applications mobiles, qui sont des pratiques qui visent directement à améliorer l'accessibilité. Je vais laisser la parole à Sébastien qui va vous expliquer les pratiques pas forcément compliquées à mettre en œuvre et qui vont vers plus d'accessibilité. Donc sur Internet, notre site Internet actuel, c'est celui-ci. Donc depuis juin 2016, c'est cette version qui est en ligne. Et quand on l'a refait, donc les principaux objectifs, c'était qu'il soit responsive, c'était qu'il soit plus moderne, optimisé pour le référencement. Et en fait, il y a un dernier critère, un dernier objectif qui était de le rendre accessible. Et en fait, on s'est aperçu que le rendre accessible, finalement, tout le travail qu'on avait mis en œuvre pour optimiser les référencements, c'était déjà une première étape qui allait nous aider à le rendre plus accessible. Mais néanmoins, ça ne suffisait pas. Il fallait quand même aller au-delà. Et du coup, on a mis en place quelques bonnes pratiques. Et donc, on va les partager avec vous. Donc là, on en a sélectionné 8. Il pourrait y en avoir plus. Mais voilà, c'est des cas pratiques qui sont simples à mettre en place. Alors, le premier, l'attribut langue. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, au niveau de la balise HTML, de préciser la langue. Ça a l'air tout simple, comme ça, mais pour une liseuse, si la liseuse lit avec un langage qui n'est pas adapté, par exemple en anglais, sur un site français, ça va être complètement incompréhensible. Deuxième point, les font size. Alors, il y a plusieurs unités de mesure. Il y a les pixels, les pourcentages, les EM, les REM. Donc, lequel choisir? Donc, sur les navigateurs, les utilisateurs peuvent changer la taille de police par défaut. Ici, dans Chrome, on est par défaut sur une taille moyenne. Sur Firefox, on est sur une taille de 16 avec une police en Times New Roman. Mais s'il le souhaite, il peut modifier ce comportement. Et donc, si tout notre site avait été développé en pixels et que l'utilisateur, finalement, venait augmenter cette taille par défaut, qu'est-ce qui serait passé? En fait, rien du tout. Les tailles auraient été en dur, et du coup, c'était illisible pour la personne qui souhaitait afficher en plus gros. Alors qu'en utilisant des pourcentages, des EM et des REM, on voit très nettement que tous les titres sont beaucoup plus gros, les paragraphes, les questions, enfin les labels, les boutons également. Alors, concrètement, voilà un exemple du bout de code implémenté. Donc là, sur la balise HTML, on s'exprime en pourcentage, sur le body en EM, et puis après sur des éléments comme le H1 en REM. Troisième point, le maximum scale est user scalable. Alors, il y a quelque chose d'assez sympa avec les interfaces tactiles, c'est la possibilité de pouvoir zoomer. Et finalement, ces deux attributs, qui sont ici, et qui sont dans de très nombreux sites, y compris des très gros sites, c'est maximum scale à 1 et user scalable no. Et ça va avoir comme but d'interdire en fait l'utilisateur de zoomer. Et alors moi, quand je vois ça, en fait, pourquoi interdire l'utilisateur de zoomer? Donc une bonne pratique, ce serait tout simplement de ne pas préciser ces deux attributs et de laisser le choix à l'utilisateur de zoomer s'il en a le besoin. Ensuite, les liens d'évitement. Alors les liens d'évitement, c'est tout simplement, en haut de votre page HTML, de rajouter des liens qui vont permettre de faciliter et de gagner en rapidité, d'accélérer la navigation dans la page. Donc là, avec cet exemple, on voit très nettement que la personne va pouvoir directement aller au menu particulier, si elle le souhaite, sans avoir besoin de passer toute la page en revue. Alors, autre point, la notion d'outline et de navigation au clavier. Donc ça, c'est assez important. Donc là, on va faire un petit exemple. Donc là, par exemple, ici, alors je ne sais pas si on m'entend bien comme ça. Là, en fait, il y a un encadré bleu sur le logo Matmut, et à chaque fois qu'on fait de la tabulation, on va pouvoir sélectionner l'élément qu'on souhaite. Ensuite, on fait Entrée,
passer à l'élément suivant. Et voilà. Donc là, on a réussi à naviguer juste avec le clavier. Donc là, cet élément outline, on aurait pu mieux faire. Là, on a laissé le style par défaut de Chrome. On aurait très bien pu aussi le styliser pour avoir un rendu un peu plus sympa. Ensuite, 6e point, c'est assez bateau, mais respecter la sémantique. Donc là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important. C'est important, respecter le niveau de titre, H1, puis H2, puis H3. Respecter voilà, les ULI pour des listes, les buttons pour des boutons d'action, les liens avec des href. C'est peut-être bête, mais tout simplement, la liseuse, comme VoiceOver ou comme le narrateur sur Windows 10, il ne va pas pouvoir interpréter le CSS. Et ce qu'il va pouvoir interpréter, c'est simplement la structure des balises. Et donc pour tester ça, tout simplement, vous pouvez retirer le CSS de votre page. Et en retirant le CSS de la page, là on prend une page du site Matmut sur l'assurance scolaire. On voit bien qu'en fait on a le titre de niveau 1, titre de niveau 2, ensuite une liste, des paragraphes. Donc c'est structuré et la personne peut naviguer dans la page. 7e point qui est très important, c'est la notion d'ARIA. Donc ARIA, qu'est-ce que c'est? ARIA, ça définit des moyens de créer du contenu et des applications web plus accessibles aux personnes handicapées. Et nous, en fait, on l'a utilisé notamment, donc sur un exemple concret, sur notre application mobile, Matmut, qui est une application hybride. Et par exemple, sur cet élément, l'élément icône de messagerie, en fait, il n'était pas interprété. Et pour qu'il soit interprété, par VoiceOver notamment, si on est sur iPhone, simplement en rajoutant la balise ARIA, l'attribut ARIA label messagerie, VoiceOver va pouvoir interpréter l'élément. Et à l'inverse, il y a l'attribut ARIA hidden qui va éviter d'interpréter un élément qui viendrait polluer en fait la navigation avec la synthèse vocale. Donc dans ce cas présent, l'icône en fait n'a pas besoin d'être interprétée parce que juste à côté, on a le lien accueil qui suffit largement. Et puis, dernier point, c'est finalement toutes ces bonnes pratiques qu'on a mis en place, il va falloir les partager avec les développeurs pour qu'on puisse avoir un site qui soit cohérent. Et donc créer un guide de style, ça va aider en fait à avoir des bonnes pratiques, à centraliser et à partager ces bonnes pratiques. Donc, si on prend cet exemple, donc là, ça c'est en fait notre page dans laquelle on vient référencer en fait tous les composants. Et par exemple, là on voit la structure d'un formulaire. Il y a toujours un fil set avec une légende, un label associé avec son champ input, et puis tous les composants sont référencés comme ça. Ça paraît peut-être basique, mais ça permet de sensibiliser au moins les développeurs à l'accessibilité et d'avoir un contenu de qualité. Parce qu'en fait, l'accessibilité, ça nous concerne tous. Effectivement, nous sommes tous concernés. Donc, pour conclure, quelques chiffres. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, il y a 1,2 million de personnes souffrant de défaillance visuelle, non-voyants ou malvoyants, et une personne sur 4 rencontre des difficultés d'accessibilité aux outils informatiques. À la Matmut, il y a un peu plus de 6000 employés et un peu plus de 6% de personnes qui sont en situation de handicap, tout handicap confondu, mais ça vous donne tout de même un ordre d'idée. Alors, à la Matmut, c'est dans notre nature d'entreprise mutualiste qu'en toute logique, nous devons de faire en sorte que nos interfaces soient ouvertes au plus grand nombre. D'ailleurs, si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous. Sachez que la Matmut, sur l'année 2018, propose de nombreuses offres de stages dans différents domaines de l'informatique, développement, dans la data, le testing, l'intégration, la méthodologie projet, et j'en passe. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, dans la section recrutement, toutes nos offres y figurent. Merci à vous. Merci.